Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa TV à la faveur de cette autre édition de La Grande Question. Aujourd'hui, nous aborderons la thématique sur la suivante: science, recherche et développement. Nous entretiendrons avec les docteurs Pierre Ledonzi, Jacques Kokam et Fabien Enyegu Abanda, tous philosophes. Bienvenue, chers panélistes. Merci Fabrice. Merci. Et bonjour, merci. Alors, la question fondamentale de cet entretien, de cet échange qui suscitera de l'intérêt pour nos téléspectateurs est la suivante. Comment est-ce que la science peut promouvoir la recherche pour le développement? Et pour entrer dans le vif du débat, nous allons passer la parole déjà au docteur Jacques Kokam pour nous situer un peu au niveau de la charge sémantique des concepts fondateurs de ce thème. La science, la recherche, puis le développement. Docteur Kokam. Merci infiniment Fabrice, même si j'aurais souhaité que tu commences par l'aîné qui est là, qu'il nous donne la charge sémantique. En tout cas, la question qui m'est posée, c'est, je crois que tu me demandes de problématiser un peu la question à débattre que nous avons aujourd'hui. Je considère personnellement, comme d'autres auteurs chez qui j'ai lu d'ailleurs, que le développement, c'est un processus au cours duquel l'homme, l'humanité, s'approprie son environnement, ramène son environnement à sa conscience. C'est-à-dire que nous naissons dans des contextes avec des données de ces contextes-là. Et l'effort que nous avons à faire, c'est de voir comment est-ce que ce que nous avons autour de nous nous permet de devenir mieux homme, plus homme, libre en tout cas. Et si on peut considérer la connaissance, les copanélistes nous diront tout à l'heure, comme un savoir, comme un processus qui nous permet de trouver de nouvelles données pour ce développement-là, parce qu'en réalité, si l'homme c'est un être en liberté, un être de liberté, un être pour la liberté, c'est davantage parce que il doit, tout le processus de son existence vise à constituer les éléments dont il a besoin pour être davantage libre. Et du coup, on se poserait la question de savoir, c'est quoi ces savoirs qui ne nous permettent pas de nous libérer? Et je pense que c'est à peu près l'enjeu du débat aujourd'hui. Quels sont ces savoirs qui ne nous permettent pas de nous libérer? Quels sont ces savoirs qui nous enferment, qui nous embrigadent, qui au bout des processus de connaissance, sur 10, 15, 30 ans, 40 ans, parfois par personne, par sujet, ne permettent pas de nous libérer, c'est-à-dire de trouver autre chose, de vivre mieux, de vivre différemment, de questionner le réel dans le rapport que nous avons. Parce qu'après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre situation historique nous met en confrontation avec d'autres personnes qui sont dans d'autres situations historiques différentes. Du coup, la rencontre à la faveur de la mondialisation et ce qu'on appelait les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous donne d'être dans des chocs, dans des défis, d'être en cohabitation avec eux dans un monde et de pouvoir ou bien nous exige de dire ce que nous sommes, ce que considère pour nous, ce que nous considérons comme la liberté, ce que nous considérons comme le moyen d'exister dans la relation avec les autres. Donc, en réalité, notre science et notre recherche devraient nous permettre d'être encore plus libres. Merci, docteur Kokam. On peut faire la fine bouche en demandant, en invoquant l'aîné de cette table sur ce sujet. Le docteur Kokam présente le développement comme un processus au final qui vise à nous libérer de nous-mêmes et à être de mieux hommes, on va le dire ainsi pour le Votre perception, vous complétez? Ou alors vous êtes... c'est pas tellement différent de ce que je pense.
Parce que le développement, c'est, on va dire, un processus d'enrichissement des données disponibles dans un contexte. Dans un contexte, ça revient à sophistiquer, à rendre plus commode la matière disponible dans un contexte précis. À partir de là, on peut questionner la recherche comme cette méthode qui consiste donc justement à mieux exploiter les données disponibles. Les données disponibles dont la science n'est que la théorisation. La théorisation. La science est, on va dire, l'âme de la recherche. La recherche a ce qu'on appelle des registres, ou plutôt des niveaux d'expression. Elle est plus orientée vers les applications de ce que la science pense. La recherche cherche à le concrétiser en vue du plus-être de l'homme. C'est ce qui est le développement. Donc, c'est lié. Mais la question reste de savoir comment faire pour que ce que la science pense et ce que la recherche met en place soit réellement au service de l'homme. Le docteur Kam a souligné cet aspect de la chose. Comment se fait-il que, malgré des siècles de science, malgré des siècles de recherche, malgré des siècles de soi-disant le développement, on reste comme enchaîné sur place. Par exemple, pour le cas précis de l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais où est-ce que ça ne va pas? À quel niveau il faut travailler? Faut-il repenser la science en elle-même en tant qu'une construction de l'esprit, une certaine représentation du monde? Faut-il voir le passage de la science aux applications techniques, c'est-à-dire à la recherche, comme disloqué, ou alors faut-il voir tout cela dans une continuité jusqu'à l'homme, c'est l'objet, le sujet et la finalité du développement, c'est l'homme. L'homme est au centre de tout. Est-ce que la science pense quel est son objet? Est-ce que la science pense que son objet c'est l'homme, son sujet c'est l'homme ou pas? Est-ce que la recherche met l'homme au centre de ces procédés, etc., etc. Je peux me limiter là pour offrir cet éclairage. Je viens tout à l'heure. Docteur Ndi, c'est dans la compréhension même de la notion de recherche, dans notre contexte, dans le contexte africain qu'évoquait le docteur Ndi tout à l'heure, il n'y a pas un aspect biaisé. Dans certains cadres, on parle de recherche pour le développement, recherche fondamentale, recherche appliquée, avec une sorte de mélange de photos, parfois pour emprunter l'expression de certains, ce qui fait que cela ne rend pas suffisamment compte de la réalité du concept, ou bien du processus, ou bien de la méthode, pour emprunter le mot du docteur Ignagui, du mot recherche. Oui, merci de m'interpeller à ce sujet. Science, recherche et développement. Moi, je prends cela comme un tout, mais avec des petites questions intermédiaires. Qu'est-ce que la science ou bien qu'est-ce que la recherche scientifique? On parlera du développement comme le résultat de cela. Où se situent les lieux de la science? Quels sont les lieux de la recherche scientifique? Et après, nous allons voir quelles sont les méthodes de cette recherche et enfin, certainement, quelle est la finalité dans la portée sociale, politique et économique de la recherche scientifique. D'abord, commençons par qu'est-ce que c'est. La recherche scientifique est une entreprise. C'est un ensemble
d'activités, des activités coordonnées en vue, soit de produire, de mettre à jour de nouvelles connaissances ou des connaissances, rectifier ou vérifier des connaissances anciennes et voir dans quelle mesure on peut produire des innovations, des connaissances nouvelles. C'est comme ça qu'on peut présenter la recherche scientifique d'une manière générale en termes de définition. Pourquoi? Il faut rentrer dans l'histoire. C'est quoi la recherche même? Si vous revenez dans l'histoire, vous allez voir que au départ, on ne pouvait pas parler de recherche scientifique parce que la recherche était une question purement personnelle et individuelle. Quand vous allez dans la Grèce antique, dans l'Égypte antique, c'était une question personnelle, individuelle. C'était un engagement d'une personne ou bien d'un groupuscule qui menait des activités considérées tantôt comme philosophiques, tantôt comme alchimistes. On ne considère pas forcément que c'était de l'activité scientifique. Pourquoi plusieurs personnes vont vous présenter les recherches égyptiennes comme n'étant pas forcément de la science, ni même de la philosophie. Parce que c'était un mélange entre la religion, la science, la technique, la culture. Et c'est donc quelque chose de beaucoup plus alchimique. Alors, mais progressivement, on va commencer à voir, surtout à partir du IVe siècle, après notre ère, on va commencer à voir la mise en place systématique des écoles. D'ailleurs, même avant, si vous rentrez, on va vous parler de l'école ionienne, de Kosisi. Donc, il y avait des groupes, mais qui se reconnaissaient par le mode de pensée, la vision du monde qu'ils avaient en partage. La première personne à mettre un groupe systématique et produire des enseignements directement, je pense que c'était Pythagore autour du 5e siècle, avec l'école pythagoricienne, et qui était même aussi entremêlé avec une religion, une sorte de secte qu'on confond souvent, qui s'inspirait de l'orphisme. Et c'est là. Bon, vous allez voir plus tard avec Platon, Socrate, la science sera toujours une activité de rue. Aristote va garder cela en essayant de formaliser un peu, en créant des écoles et progressivement. Le Moyen-Âge sera dominé par cette idée-là. Mettre des écoles, mais les contrôler financièrement et idéologiquement. La religion, purement, va contrôler la recherche scientifique des idées d'une manière, dont le développement des idées sera contrôlé par le système religieux. Il va falloir attendre. D'abord, disons que cette période va quand même produire quelque chose de merveilleux. C'est la naissance des écoles qui vont devenir plus tard les universités. Par exemple, les écoles byzantines autour du IVe siècle, avec ce qui est souvent considéré comme l'une des premières universités, l'université de Constantinople, autour du 5e siècle. Et progressivement, on aura, il y aura plusieurs écoles qui vont suivre ce modèle, mais à partir du 11e siècle, on aura l'université de Bologne, l'université de Oxford. De Paris. Oui, Paris, puis Cologne. Oxford et tout cela. Donc, il y aura déjà des cadres appropriés pour la recherche. Et il faudra donc attendre, ce qui va nous introduire dans notre débat, il faudra attendre le 16e siècle avec particulièrement Francis Bacon, qui va, dans son ouvrage La Nouvelle Atlantide, qui va présenter tout un projet de recherche, un système adéquat de recherche. Dans La Nouvelle Atlantide, vous trouvez un modèle d'une université, ou bien, j'ai envie de dire, d'une école de recherche qu'il va appeler la Maison de Salomon. Et dans la Maison de Salomon, il présente des compartiments de toutes les activités qu'on doit amener dans une école de recherche. Et il donne aussi la finalité de cette recherche qui, pour la première fois, visait le développement, le progrès, la transformation sociale. Il fallait permettre à la société, aux hommes de la Grande-Bretagne de cette époque de mieux vivre. Et accroître la puissance de la Grande-Bretagne. Effectivement. Donc, il va remettre ce projet qui va
parce que nous sommes là autour de 1630, 39, et autour de 1660, on verra la naissance de la Royal Society, parce que, qui va s'inspirer du projet Baconnier. Alors, à partir de là, la science devient à la fois un instrument social, politique, n'est pas seulement un instrument rationnel, mais un instrument social, politique et économique. On va donc parler de science, développement, technologie et forcément puissance, donc conquête des espaces et du monde. C'est aussi la période, nous sortons là d'une vaste campagne d'invasion et de conquête du monde. Alors, donc, on voit donc que la recherche scientifique vise certes à mettre en place, à fournir de nouvelles connaissances, mais des connaissances qui doivent produire des techniques, des compétences nécessaires pour améliorer la vie. Vous avez parlé d'un mieux homme, hein, pour améliorer la vie, pour permettre à l'homme d'être dans un cadre meilleur. Et c'est à ce niveau peut-être qu'on peut interpeller l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a déjà bien observé ce processus-là, cette évolution? Parce qu'il y aura un autre déclic, ça sera entre les deux guerres mondiales. Là, lors des deux guerres mondiales, on va basculer de cette recherche purement pour le progrès à une recherche stratégique. Ici à North, on parlait déjà du projet Manhattan. Nous sommes au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, qui a mobilisé près de 130 000 personnes et avec plus de 2 milliards de dollars. Vous voyez qu'on parle là maintenant de la science, une activité rationnelle, qui devient une activité politique et économique, mais qui devient en même temps une activité stratégique, qui demande donc des énormes financements. On ne peut donc pas délier ou bien départir ces différentes catégories dans l'activité de la recherche scientifique. Je reviendrai, pour ne pas monopoliser la parole totalement, sur le lieu de la recherche. Nous, on va parler de l'université et des écoles, ou alors, dans notre contexte moderne, tous les milieux de recherche, même dans les entreprises et tout, ce qui est possible pour développer ou créer ou inventer ou innover. Merci, Dr. Ndi. Alors, Dr. Ndi, quels sont donc ces savoirs qui ne nous permettent pas de nous libérer, d'être de mieux hommes dans le contexte africain? Si on fait fi de ce que le docteur Ndi a fait remarquer tout à l'heure sur la question de savoir si l'Afrique a bien pris conscience ou alors si l'Afrique a bien observé ces différentes étapes de l'évolution de la recherche. Si on fait fi de cela, quels sont ces savoirs, ces disciplines? Question assez complexe. Hein? Ces savoirs, je pourrais les réduire au plus simple, à leur plus simple expression. Le savoir, c'est à la fois un savoir faire, un savoir-être. Toute chose qui converge vers ce que je vais appeler l'hominisation de l'activité scientifique. L'hominisation, c'est-à-dire humaniser la recherche scientifique, c'est-à-dire mettre l'homme au centre de la science. À chaque instant, Rabelais disait déjà au XVIe siècle, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce que va reprendre quelqu'un comme Edgar Morin de nos jours, en montrant ou en développant l'ambivalence de la science avec ses effets positifs et néfastes. Mais je crois que le savoir des savoirs de la science, ça doit être ce que Socrate a fait. Socrate met l'homme au centre de la philosophie. L'objet de la philosophie, pour Socrate, c'est l'homme. De la même manière, il a bien fait tout à l'heure, en commençant dans l'histoire de la philosophie, et manifester de ce que il n'y avait pas de distinction entre science et philosophie. À partir de ce moment-là, on doit pouvoir savoir à quel moment la science a perdu l'homme. À quel moment la science a perdu l'homme pour devenir une
une simple activité de l'esprit. Devenir une simple activité de l'esprit. Quand la science perd l'objet de sa raison d'être, on voit que ça ne peut produire que des effets qui appauvrissent l'homme, qui aliènent l'homme, pas enfin l'oppression. C'est que la grande révolution industrielle du 19e siècle va mettre au goût du jour, c'est-à-dire avec les applications techniques, l'essor du système industriel va prendre l'ampleur et ça va instaurer un système capitaliste très oppressif pour l'être humain. On va parler de l'oppression, l'aliénation. Le marxisme est fondé là-dessus. Comment faire pour parvenir à la libération de l'homme? Il y a toute une philosophie, même si parfois Marx est rangé comme étant complice même du système capitaliste qu'il faisait... Qu'il semblait combattre. Une chose est claire, c'est que le savoir scientifique a dévié de son objet, s'est décalé de son objet qui est l'homme. À partir de ce moment-là, les applications de la science deviennent des moteurs de l'oppression. Dans le système industriel, par exemple, on voit dans le machinisme, la machine a plus de valeur que l'homme, à cause de sa rentabilité, à cause de sa précision, à cause de sa productivité. Le taylorisme est fondé là. Et je crois que le problème de l'Afrique, pour sauter, pour aller un peu plus vite, le problème de l'Afrique, c'est d'avoir pris le train de l'exploitation de l'homme par l'homme induite par la science en marche, sans penser les fondements des problèmes de notre contexte. La science, au départ, apparaît pour résoudre un certain nombre de problèmes pratiques de la vie quotidienne. Est-ce que nos problèmes sont identiques aux problèmes des contextes étrangers? Je crois que ce n'est pas le cas. Il faut donc pouvoir penser la science comme une réponse possible aux problèmes de notre environnement socio-économique. Je peux m'arrêter là. À quel moment est-ce que la science a perdu l'homme? Je pense que le docteur il a évoqué cela. Je pense que le docteur Niégué est rentré de plein pied dans le jeu. La révolution industrielle et l'instauration du capitalisme comme idéologie totalisante et gouvernante à tout prix et à tous les prix, je pense que c'est le capitalisme qui est responsable de cela. Parce que le capitalisme fait rentrer en jeu notamment la notion de propriété privée. Et la notion de la propriété privée a été mise en place sans considérer que l'addition des propriétés privées, sauf dans un seul cas, en association. C'est-à-dire qu'on se met ensemble pour créer une activité où chacun a son intérêt. Mais comme le disait le docteur Niégué, la notion de l'humain en tant que valeur morale incontournable a perdu pied. Donc l'homme est désormais comptable comme d'autres entités, comme une machine, comme n'importe quoi. C'est un peu comme à l'époque de la traite des esclaves. On ne parlait pas de Fabrice, on donnait un numéro à Fabrice. C'est-à-dire qu'il était comptable comme une vache, comme n'importe quel... voilà. Bon, moi, sur quoi je devais revenir, c'était revenir un peu sur l'Afrique, en remerciant déjà le docteur Ndi pour tout le déroulage qu'il a mis en place. Et le docteur Niégué l'a précisé. Donc, c'est que l'Afrique prend le monde un peu comme au cours de l'histoire, ou bien j'ai même envie de dire à sa fin, parce que quelquefois quand on pense l'histoire de l'Afrique, on a l'impression, en dehors de Cheikh Anta Diop, des études faites par Cheikh Anta Diop, on a l'impression que l'histoire, par exemple, d'un pays comme le Cameroun commence en 1960.
ou bien un peu avant. Vous avez, on vous dit 1948, création de l'UPC et tout ça. Mais avant, on va vous dire après, avant qu'il y a eu le congrès de Berlin en 1884, si je ne me trompe pas. Mais on ne sait pas ce que faisaient, si les Africains existaient avant 1884. Cette histoire, on ne peut pas savoir. Si vous lisez, vous pouvez trouver des traditions culturelles comme ça dans les écrits de Cheikh Anta Diop, mais on dit des choses et les gens discutent, les gens disent c'était pas ça, les gens disent c'était ça et tout, mais de manière réelle, on ne voit pas ces traces-là. C'est-à-dire, on nous parle des savoirs qui ont été... Bon, après, l'autre question, c'est que l'Africain apparaît à ce moment-là où, entre guillemets, apparemment, il commence à exister et il décide de faire quoi? C'est de s'aligner sur tout ce que le docteur a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que de faire comme les autres et si tu veux, de suivre. Il suit, il répète. Les autres font et lui fait. Les autres font et lui fait. Et on retrouve un Africain schizophrène parce qu'il vit deux types de vie. Il vit une vie officielle et une vie traditionnelle. Vous voyez comment est-ce qu'on se comporte? C'est-à-dire qu'on vit des vies de travail, des vies de notre école, des vies que tout le monde peut savoir, mais on vit aussi une vie du village. Il aurait été important que ce que nous considérons comme tradition et que beaucoup considèrent comme arriéré, comme désuet, comme des choses un peu n'importe comment, il aurait été important que notre vie commence dans ce que nous sommes sur le plan traditionnel. Quitte à ce que la tradition, c'est l'habitude, c'est ce qu'on fait habituellement. Quitte à ce que nous parvenions à remettre en question nos propres habitudes pour pouvoir les considérer, disons, modernes. Parce qu'on est dans une opposition entre le traditionnel et le moderne. Et on considère que le traditionnel, c'est ce qu'on ne doit pas faire, c'est ce qu'on doit faire en cachant, c'est ce qu'on doit faire ici. Vous et moi savons que quelquefois vous amenez un enfant à l'hôpital et le médecin vous dit ce que l'enfant a, il faut le soigner sur le plan traditionnel. Je crois que le docteur dit, prenez déjà l'exemple en offre tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'il en revienne. Donc, qu'il y revienne. Donc, il vous dit que ce que l'enfant a, allez voir telle maman à tel endroit pour soigner cela. Pourtant, il a été formé, il a des siècles de savoir, des décennies de savoir dans sa discipline. Mais il est obligé de vous renvoyer dans... Et comme le docteur disait tout à l'heure, qu'est-ce qui est traditionnel et qu'est-ce qui est moderne en réalité? Donc, on est dans cette schizophrénie-là qui fait que nous avons un visage qu'on présente et une autre vie qu'on vit au fond de nous, peut-être douloureusement, en sachant bien que là-bas, nous avons des résultats, mais que nous n'avons pas remis en question, et c'est ça le plus grave, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on est sur des pratiques empiristes régulières qu'on ne questionne jamais. On fait parce que les autres l'ont fait. On ne remet pas en question pour savoir quels sont les processus de connaissances qui se mettent en place. Quelquefois, on renvoie ça au divin, on renvoie aux anges, on renvoie à plein de choses comme ça, alors qu'en réalité, on peut s'arrêter un temps soit peu pour trouver le phénomène physique qui s'opère. Parce que moi, je crois que dans tous ces phénomènes-là, dans tout ce qu'on fait là, il y a un phénomène physique qui s'opère et qu'il faut trouver absolument. Parce que si on ne trouve pas, on continue de perpétuer seulement par habitude, sans rentrer dans les processus de connaissance que regorgent tous ces phénomènes-là. Docteur Ndi, on devrait abandonner l'étude de l'histoire ou bien des lettres modernes françaises pour entrer dans l'étude de la physique ou métaphysique noire africaine. Quels sont les... Bon, vous me ramenez sur ce débat évoqué par un ministre de la République. J'avais fait une petite réaction sur ma page Facebook à l'époque. À cette époque, oui. Et j'essayais d'expliquer qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension des sciences humaines et linguistiques dans notre cadre. Parce que ces sciences humaines ont parfois beaucoup plus de sciences que d'humanisme comme on croit. Vous voyez un peu. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être il faudra toute une émission pour cela. Si vous créez la sociologie, il y a la sociologie de la santé, il y a la sociologie de la technique, il y a la sociologie nucléaire, la sociologie... Mais ce n'est pas du bavardage.
Il faut avoir une certaine hauteur pour le comprendre. Je ne veux même pas parler de la philosophie parce qu'on va dire que c'est mon domaine que je veux vanter, mais c'est juste pour dire que peut-être il faut une sensibilisation, en fait, pour que les gens puissent comprendre le bien fondé et la nécessité, j'ai dit nécessité, de cette discipline qu'on tend à négliger, qui sont même pourtant à la base de la science qu'on veut promouvoir. Parce que comment arriver à la science sans passer par là? Ben, je vais revenir plus précisément à votre question maintenant, compte de ce que les compagnons ont dit. Je vais dire que le problème de l'Afrique, en réalité, c'est que notre matrice culturelle a été atomisée, a été explosée, j'ai envie de dire même détruite, avec la rencontre avec l'Occident. D'ailleurs, je crois que c'est Marcel, toi qui le dis. Il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit rentrer dans l'Afrique traditionnelle, comme c'est une question que se posait déjà le philosophe Lungu de la RDC, ou alors est-ce qu'on doit aller vers l'Afrique moderne, comme le propose l'Afrique de la modernité occidentale, comme le propose par exemple... non. Comme attention, comme le propose Marcel dans la mesure où nous devons aller capter ce qui fait la puissance de l'Occident. Moi, je suis à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait la puissance de l'Occident? Pour paraphraser Marcel, il dit que ce qui fait la puissance de l'Occident, c'est la science et la technologie, et ce qui est la matrice de la science et de la technologie, à savoir la philosophie. C'est dans ce sens-là. Je ne suis pas dans la logique de la soumission ou de l'attentisme achillien, si vous permettez. Donc, je veux dire que ce que nous devons faire, certainement en Afrique, c'est de mener des recherches, et le docteur le disait tout à l'heure, de mener des recherches sur d'abord le contexte qui est le nôtre. Nous ne menons pas assez de recherches dans le contexte de nôtre. J'ai envie de dire, il faut dire aux Africains ce qu'on avait dit à Thalès, ce que le jeune Cervantes avait dit à Thalès. Ils cherchent d'abord à voir ce qui est sous tes pieds avant de voir ce qui est dans les étoiles. Les Africains ne font pas assez pour savoir ce qui est sous leurs pieds. Ils préfèrent voir ce qui est ailleurs. Et d'ici, on voit très mal ce qui est ailleurs et on pense qu'on a bien vu. C'est ça le problème. Commençons d'abord par voir ce qui est ici. Ça veut dire quoi? Puisque nous sommes dans le cadre de la recherche scientifique, il n'y a pas de recherche scientifique qui ne tienne pas compte du contexte, du milieu dans lequel on vit. Tout à l'heure, je vous disais que je reviens sur le lieu. Quels sont les lieux de la recherche scientifique? On ne peut pas faire la science étant hors du monde. On fait la science dans un contexte. Et le contexte est précis. C'est parce qu'on a un questionnement vis-à-vis des problèmes qui sont les nôtres au quotidien. C'est là que part la recherche scientifique. On propose donc des hypothèses et on commence à faire un rapport de corps à corps avec la nature pour que la nature nous offre des réponses. Le docteur l'a dit tout à l'heure. C'est un phénomène que nous qualifions abusivement parfois de sorcellerie et tout, trouve pourtant des réponses scientifiques. Il faut donc appliquer des connaissances scientifiques à ces phénomènes pour que ces phénomènes nous rendent compte de leur nature véritable. Que de faire, je ne sais pas, j'ai envie de dire, de créer une sorte d'illusion autour de ces phénomènes et qui ne va pas nous aider. Alors, au niveau du lieu, disons que tout à l'heure je parlais de la création des universités. Il faut savoir que l'université a joué un rôle fondamental dans le développement ou bien le processus de la recherche scientifique dans l'univers occidental. L'université apparaît justement comme cet endroit, ce lieu qui va essayer de canaliser la politique de la recherche scientifique dans chaque État. Parce que, chez nous, peut-être le plus grand mal que nous faisons en Afrique, c'est que nous n'avons pas un véritable système
national de recherche. Quand vous regardez, il n'y a pas une politique claire, établie, qui fait que tout chercheur, d'accord, tout ingénieur de recherche, parce que les deux vont ensemble, tout ingénieur de recherche sait que l'État a besoin de ceci. Voilà le projet global, la philosophie, la politique globale de cet État. Et dans cette politique, donc, nous devons certainement prendre tel aspect ou tel aspect en vue d'apporter des réponses pratiques. Malheureusement, ici, chez nous, il y a encore, j'ai envie d'appeler cela une sorte de laisser-faire, de débrouillardise. Hein. La recherche par la débrouillardise. Chacun fait ses petits efforts dans son coin, sans toutefois tenir compte peut-être de ce que les autres font. Il devait avoir des parallèles, des passerelles, je veux dire, des passerelles bien définies et identifiables, qui permettent à la fois de définir les objectifs de la recherche et d'évaluer ces objectifs de la recherche. Dans certains milieux, il y a des systèmes d'évaluation de la recherche, qui peut être une institution ou alors à travers des pairs, des groupes de recherche. Mais ici, j'ai du mal à voir cela. Donc, l'Afrique doit penser la recherche. Et pour cela, il faut que les politiques prennent la question de la recherche scientifique comme l'un des éléments indispensables même du progrès social et économique. C'est fondamental. Tout passe par là. Parce que dans l'histoire que j'ai essayé de présenter tout à l'heure, vous allez voir qu'à tous les niveaux, toutes les étapes du développement scientifique correspondent en même temps au développement social et politique du monde occidental. Chaque fois qu'il y avait une révolution dans le monde scientifique, il y avait une révolution qui suivait ensuite dans le monde social, sur le plan social. Et le docteur l'a dit tout à l'heure. Bon, je partage peut-être pas totalement son approche un peu critique de la science. Parce que quand nous disons que la science est devenue captive, bien la recherche scientifique est devenue captive du monde de l'ultralibéralisme actuel, je dirais que c'est l'ultralibéralisme qui essaie de se greffer dans la recherche scientifique. Parce que la recherche, je ne veux pas dire qu'elle est libre ou qu'elle est neutre. Là, ce serait un gros mensonge. Ça, il faut le savoir. Mais toutefois, je dirais que les entreprises, les grands groupes économiques ont beaucoup plus besoin de la recherche pour leurs intérêts. Et à ce niveau, ils peuvent donc injecter des financements et des moyens de contrôle pour avoir la priorité dans les résultats scientifiques. Là, c'est vrai. Mais quant au massacre ou bien l'usage des artifices qui peuvent être produits, ça c'est un autre problème. L'usage politique des résultats de la recherche, c'est un autre débat. Mais la recherche scientifique en soi, c'est tout simplement le désir et la volonté d'émanciper d'abord l'esprit humain et d'avoir une meilleure emprise sur le monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas décrier cela. Je pense que personne sur cette table n'aimerait rentrer vivre à l'ère de la pierre, où nous allons certainement rentrer avec des caches-sexes et tout cela. Nous sommes fiers des innovations qui nous ont permis de parler ici en direct aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas parce que le brigand peut vous tuer avec un couteau qu'on va interdire la production des couteaux dans un État. Vous voyez un peu. Donc, je prends soin du recul avec cette manière de critiquer ou bien de s'en prendre à la science. La science n'est pas le problème, c'est l'homme le problème. Vous voyez un peu. Si on essayait même de suivre les résultats scientifiques, ces résultats nous permettraient de mieux vivre et de mieux considérer la présence ou bien la dignité humaine. Parce que c'est grâce à la science qu'on peut comprendre qui est l'homme véritable
et non l'homme idéologique qui peut venir des religions, de la politique et bien d'autres choses. Et parfois même un peu de la philosophie. Parce que quand on définit l'homme philosophiquement, j'ai bien souvent envie de demander qu'on nous présente cet homme-là. Le véritable homme, il est précisé par la science. C'est le vous. Voilà pourquoi quand vous êtes malade, vous ne demandez pas à un philosophe de vous donner des médicaments. Mais vous allez vers un médecin qui connaît l'homme. Et il vous propose des solutions. Quand vous avez faim, vous ne demandez pas à un philosophe de vous donner du pain. Mais vous allez vous adresser à un boulanger, n'est-ce pas? Parce que c'est comment trouver du pain qui va essayer de satisfaire votre famille ou votre faim. Donc, le problème ailleurs, si vous avez besoin de vêtements, c'est la même chose. Si vous avez besoin d'énergie, vous n'allez pas demander aux philosophes, mais vous allez demander plutôt aux ingénieurs qui peuvent vous produire cela. Mais quand vous aurez cette énergie et que vous décidez de vous en servir pour électrocuter votre enfant à la maison, c'est autre chose. Donc, je pense que la recherche scientifique en Afrique doit devenir un problème social. Quand je dis problème social, on doit transmettre à toutes les générations que c'est le salut du continent passera par la science, par la technique. Et pour ça, il faut que les institutions politiques puissent prendre cela à bras le corps. Nous reviendrons certainement maintenant plus tard dans les questions de financement et peut-être même de l'encadrement de cette recherche. Avant de passer au docteur, donc on dirait que la science n'a pas perdu l'homme, c'est l'homme qui a perdu la science. Ou alors dans le contexte africain, l'homme n'a pas encore découvert la science. Non. La science, il y a la science en Afrique. Mais le problème, c'est que c'est malheureusement le cas. Nous voulons peut-être rattraper le retard que nous accusons vis-à-vis des autres. Et pourquoi je dis malheureusement le cas? Parce que au lieu de courir vers ce retard que nous accusons vis-à-vis des autres, c'est pourquoi le docteur a dit tout à l'heure, dans un débat en off, on a parlé, il faut plutôt tenir compte aussi des connaissances dites traditionnelles, mais qui en réalité regorgent déjà des éléments scientifiques qui pourraient permettre à l'Afrique de prendre une voie différente, d'apporter des révolutions dans le monde scientifique. Le prix Nobel de physique 2022 parle de l'intrication des particules. Mais justement, chez nous ici, on va vous dire qu'un sorcier à Yaoundé a bouffé un enfant, il est au village et il a bouffé un enfant à Yaoundé. Mais justement, dans les recherches de ce physicien, il démontre qu'on peut avoir une communication entre plusieurs particules à de très longues distances et transférer l'information ou récupérer les informations à partir de là. Il a eu le prix Nobel 2022. C'est l'actualité. Alors, pourtant, chez nous, nous présentons encore cela comme la sorcellerie, comme des sorciers. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc comprendre, prendre l'évolution scientifique et l'adapter dans les questions d'ici, peut-être pour apporter d'autres modes de transport. Parce que quand on dit chez nous, quelqu'un voyage d'ici, les sorciers, il voyage d'ici avec des bûchets d'allumettes pour arriver aux États-Unis. Ça fait rire ou ça fait peur tantôt, mais on ne comprend donc pas à partir des recherches en cours que cela s'explique et que comme nous avions déjà l'idée d'un possible voyage comme ça, nous pouvons donc révolutionner le transport et empêcher par exemple qu'il y ait des accidents d'avion. On n'aura plus besoin d'emprunter des cargos, des avions qui vont, les Airbus et tout ça vont disparaître, en fait, vont devenir obsolètes. Donc, si on essaie d'adapter les connaissances scientifiques j'ai envie de dire, aux mythes qui existent dans notre contexte, bon, j'espère qu'on me comprend bien. Voilà. Docteur Nyege, un commentaire? Il a dit bien des choses, beaucoup de choses. Je ne sais même pas par où commencer. Simplement, je vais dire qu'il y a dans l'histoire de la philosophie quelqu'un qui a commis un péché que je qualifierais de mortel. C'est Auguste Comte. Auguste Comte, dans son cours d'astronomie populaire, nous a fait croire qu'il y avait un âge dit théologique, un âge dit métaphysique et un âge dit de la rationalité positive. Il s'est trompé.
Et la fin même de sa vie en constitue un vibrant témoignage. Le problème de l'Afrique en est là. La science n'a pas assez décentré de la théologie, ni de la métaphysique. La science doit intégrer la totalité de l'existence humaine, dans sa complexité, dans toute sa richesse et dans son incompréhensibilité même. C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le docteur Ndi, ce qui est de mon droit, quand elle dit que je suis un peu critique de la science. Non, c'est que je suis contre une conception de la science qui veut la débarrasser de sa matière fécale d'une certaine manière, de la matière, de la boue primordiale. La science doit refléter l'humanité dans ce qu'elle a de plus incompréhensible, de plus irrationnel, de plus illogique. Elle n'a pas à renvoyer ou à reléguer le divin au-delà des cieux impénétrables ou à traiter de la métaphysique d'illusoire. La science doit étudier justement l'intrication. En quoi l'intrication est sorcière. C'est-à-dire, dans le contexte africain, on ne peut pas partir d'une recherche purement matérialiste. Parce que l'homme africain a sa nature. Donc, quand on définit le monisme intégral de l'homme africain, on va dire que l'homme n'est pas simplement la matière. L'homme, c'est l'esprit, l'homme, c'est son environnement. Ce que le professeur Basile Julia Foudé appelle le positivisme fonctionnel. C'est-à-dire, nos valeurs doivent être analogues aux chiffres. Nos valeurs doivent être analogues à des données matérielles positives que la science moderne, enfin, la science considère comme étant des choses qui ne sont pas, je veux dire, utiles à l'homme. Une approche purement matérialiste de la science est aussi erronée qu'une approche purement spiritualiste ou idéaliste. La science doit conjuguer le matérialisme et le spiritualisme pour être au service de l'homme. Voilà ma vision des choses. On a parlé tout à l'heure de la relation incestueuse de la science et du capitalisme ou du libéralisme. On est sans ignorer, à l'heure actuelle, ce qui se passe. Ce sont les capitalistes qui financent l'activité scientifique et veulent la conduire où ils veulent. Ils veulent aboutir à un certain nombre de révolutions, de la conception, de la perception de l'homme. Il y a derrière toute la recherche scientifique actuelle une volonté de puissance et de domination qui pousse, par exemple, à ce qu'on appelle actuellement le transhumanisme. Non seulement le transhumanisme, l'exploration interplanétaire, spatiale, et des choses, il y a tellement de tas de choses où on n'est pas au simple de l'humain, sans condamner cette recherche. Elle doit se poursuivre. Mais toujours et partout, que la science serve l'humain. Que la science sache quel est son objet. L'objet de la science, ce ne sont pas les moyens. On observe aujourd'hui ce que Simone Veil appelle, dans son œuvre « Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale », la folie fondamentale de l'histoire humaine, c'est l'inversion des moyens et des fins. La substitution des moyens aux fins. On a fait des fins les moyens et des moyens, on en a fait des fins. La fin des fins aujourd'hui, c'est ce qu'elle appelle les trois monstres de la
de la civilisation actuelle, que sont le machinisme, l'argent et l'algèbre. Ce sont là des monstres qu'elle se représente, que l'esprit est au service de ces choses-là comme étant des fins. L'argent devient la finalité des finalités, alors qu'il n'est qu'un simple moyen dans le système de recherche actuel. Je crois que l'homme africain, s'il veut vraiment servir l'Afrique, si nous voulons servir l'Afrique, nous n'avons pas à suivre Martien Toa ou même Ebenezer Ndjomole. Leur philosophie a échoué. C'est même la manifestation de ce que nous vivons dans le contexte africain et même camerounais actuel. C'est la preuve que les philosophies africaines et même camerounaises ont fait faillite. C'est le libéralisme communautaire, c'est la même philosophie qui coule à travers des styles différents, que ce soit Eboussi, que ce soit Martien Toa, Ndjomole ou le libéralisme communautaire de Paul Biya. C'est une même philosophie qui veut transposer un idéal d'un contexte à un autre, et ça ne donne pas. Ça ne donne pas, justement parce qu'on n'a pas à avoir une même représentation de la science que ce que l'Occident a représenté. Je pense que c'est le monisme intégral de l'homme africain. Alors, pendant que le docteur Zino ne peut pas nous dire un mot sur le financement, parce que je pense vraiment que la grande question est également celle du financement de notre recherche. Docteur Koukam, au-delà du contexte africain et de nos cadres, la grande question aussi pourrait être celle de l'objectivation de tous ces savoirs, de toutes nos connaissances. C'est-à-dire, comment est-ce que, peut-on l'envisager déjà, comment est-ce que on peut l'envisager? Je vais d'entrée de jeu dire que c'est le principe de toute existence, c'est la remise en question. Et de la remise en question, nous ne sommes pas très habitués socialement. On ne remet pas toujours en question. On considère chez nous qu'un critique est un ennemi. Et quand je parle de remise en question, la remise en question n'a pas seulement la dimension extérieure, mais elle a une dimension intérieure. Il s'agit d'abord d'une remise en question de soi. Et même si nous faisons ce débat pour un projet collectif pour la recherche et le développement, ce projet collectif de recherche et de développement commence d'abord par le sujet, qui doit être capable de se remettre en question. Se remettre en question les objets qu'il a autour de lui, pour voir s'il peut les redisposer, s'ils sont dans le bon ordre. Le problème, c'est que nous pensons que la remise en question, c'est forcément, et c'est ça un peu la faute de nos pères, nos aînés, c'est de dire que non, on a tous des parents qui vous répètent tous les jours que ça, il faut faire comme ça se faisait. C'est comme ça que ça doit se faire. Et malheureusement, ces parents nous ont retrouvés à l'école. D'abord à l'école primaire, au lycée, à l'université. Vous avez à l'université des encadreurs qui échangent avec vous comme un parent. C'est-à-dire qu'ils n'estiment même pas que vous pouvez avoir lu un livre que lui n'a pas lu. C'est-à-dire que pour lui, la preuve c'est que quand vous n'avez pas de personnalité, il commence d'abord par vous proposer, je vous l'ai dit normalement, imposer une thématique. C'est-à-dire qu'il vous dit c'est sur telle thématique que vous allez poser. Et ils ont l'autre difficulté qu'ils ont, c'est de sortir des philosophies qu'ils ont étudiées. Ils ont la difficulté à sortir de ces philosophies. Donc si vous venez voir un enseignant de philosophie, vous lui dites que vous voulez faire de la philosophie sur le logement, il va vous demander d'où vous sortez. Et quelquefois, j'étais encore dans un débat à l'université catholique. Le professeur Kouam avait publié un livre sur philosophie et musique. Et les gens se battaient à lui dire qu'on ne peut pas philosopher sur la musique. La philosophie, c'est un exercice de remise en question. Et quand on dit remise en question, on ne dit pas remise en question de la table, on dit remise en question de tout. Donc, cette dimension critique-là, notre éducation, qu'elle soit familiale, sociale ou scolaire ou estudiantine, doit nous l'intégrer.
Et à partir du moment où on a cette capacité de remise en question, on peut alors s'approcher de la science. Parce que c'est parce qu'on remet en question les savoirs qu'on passe à de nouveaux savoirs. C'est parce qu'on remet en question les savoirs qu'on est capable de proposer de nouvelles choses. Parce que tant qu'il n'y a pas de remise en question, tant que cette puissance-là n'est pas au fond de nous, il nous est difficile d'avancer. Parce que nous allons fonctionner par habitude. Et le plus court chemin, c'est ça, c'est de fonctionner avec notre cerveau mimétique, en se disant que, bon, les autres ont fait, nous aussi nous suivons, parce que nous voulons avoir une place dans le rang, dans les rangs qui sont déjà prédisposés. Donc, et l'autre chose qu'il faut associer, j'emprunte au docteur dit, la recherche se fait en équipe. On doit avoir la capacité de savoir que on peut demander à l'autre. C'est-à-dire qu'on est peut-être en philosophie en train de s'interroger, je sais pas, je peux dire n'importe quoi sur les systèmes. On peut interroger un mathématicien, on peut interroger un psychologue. Et toutes ces approches-là nous permettent d'avoir une large vue de la question qu'on veut étudier. Donc vous voyez, je crois que c'est le docteur Nyege qui le disait, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche isolée. Chacun essaie de produire, parce que n'ayant pas sur le plan social des axes de recherche, c'est ça le terme, des axes de recherche précis qui permettent à l'université, à tout. Parce que normalement, que fait l'État? Le docteur Ndi va parler du financement de la recherche tout à l'heure. L'État ne finance pas la recherche au hasard. L'État définit les priorités de recherche en se disant, sur les 10 prochaines années, on a découvert le fer en Mbala. On a découvert le manganèse à tel endroit. On a découvert telle chose à tel endroit. Qu'est-ce que nous faisons pour que des Camerounais soient capables, dans 10 ans, d'être les principaux acteurs de cela? C'est-à-dire qu'on crée des écoles pour qu'ils ne reçoivent que la formation qui permettra, dans 10 ans, d'être capables d'être les principaux acteurs de cela. Vous avez des pannes parfois qui arrivent dans les grandes sociétés au Cameroun, on est obligé de faire venir un Brésilien pour qu'il vienne s'en occuper. Parce qu'un Camerounais n'est pas capable de s'en occuper. Mais pourquoi? Parce que nous avons une relation avec un environnement duquel nous sommes, j'ai envie de dire, étrangers. Nous n'avons pas participé à le construire. Et même quand il a été construit, on ne nous a pas associés à la construction. Je me demande souvent parfois si on peut reproduire le palais des sports de Yaoundé. Je me demande, est-ce que si on demande à des Camerounais de reproduire le palais des sports, ils pourraient le faire. Regardez comment est-ce que les Chinois fonctionnent. Les Chinois vous disent, on va acheter les Airbus. Si on achète 100 Airbus, vous allez nous vendre 20 Airbus totalement construits, 20 en sous-système, 20 en sous-sous-système et peut-être 20 autres en pièces détachées. Parce qu'ils doivent pouvoir... les 100 Airbus doivent être la seule commande que l'État chinois fait. Parce que les Chinois doivent être capables de s'approprier les fonctionnalités du Airbus, de reconstruire par eux-mêmes 100, 200, 300 autres Airbus. Donc, voilà comme ça des perspectives qui devraient nous permettre de transformer notre milieu. L'homme, comme disait le professeur Antoine Manga Bina, il nous a enseigné, si peut-être tous, l'homme est un complexe culturel. Moi, je considère que l'homme est le même partout. L'homme est le même partout. Ce qui fait la différence, c'est que la relation, ce que nous avons autour de nous, l'environnement n'est jamais le même. La température, le climat, les arbres, l'environnement, le sens des collines, le relief n'est pas le même. Et le relief, notre intelligence en tant que puissance d'adaptation devrait nous permettre, sur le plan scientifique, de nous adapter au contexte dans lequel nous sommes. Produit d'abord pour nous et ensuite, si c'était possible, aller en confrontation dans la relation avec les autres. D'accord, merci Dr Koukam. Dr Ndi, il semble que le financement est l'un des nœuds gardiens des questions de recherche en Afrique, au Cameroun par ailleurs. Oui, justement, quand vous avez écouté le docteur Koukam, vous comprendrez que justement, toute recherche est un projet. Un projet défini déjà à partir des institutions, comme je disais, où on définit la politique globale de la recherche. Et maintenant, dans les différentes institutions, on essaie donc d'affecter les responsabilités. Et maintenant, les universités laissent la liberté d'esprit se mouvoir dans le sens d'apporter des solutions dans ces axes-là.
Vous voyez. Alors, voilà pourquoi il y a des universités devraient être adaptées aux problèmes que l'on veut résoudre. Quand vous allez, par exemple, on aime souvent parler de la Silicon Valley. Mais la Silicon Valley ne serait rien sans l'université de Stanford. Il n'y aurait pas de Silicon Valley. Donc, quand on implante une université, c'est parce qu'on a un projet, parce qu'on vise quelque chose. Et il y a des attentes vis-à-vis de ce projet-là. Et l'activité de recherche qui est menée dans cette institution doit forcément aboutir à des résultats escomptés. Ou alors à des résultats même inattendus. Vous voyez un peu. Et à ce moment, l'État, c'est vrai que partout dans le monde, de plus en plus, les États se dissocient, s'éloignent un peu du financement direct de la recherche. Et là, je peux comprendre les préoccupations du docteur Enyingue. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe donc? Les sources de financement de la recherche sont multiples. Vraiment, comme le disait le docteur, on ne peut pas être hors du monde. Il faut qu'on accepte cela. Surtout si nous voulons évoluer. Sinon, nous allons rester là et nous verrons les autres passer. Les sources de financement sont multiples. Avec la science moderne, on peut avoir les financements de l'État. Et avec ses objectifs, comme je le disais tout à l'heure. Mais les universités, déjà, si on commence par les financements internes, les universités elles-mêmes peuvent produire des éléments, peuvent mettre en place des systèmes pour essayer d'apporter des financements supplémentaires. Voilà pourquoi il est souvent conseillé, il y a une étude de Colzira qui a pourtant proposé des solutions là-dessus. On peut faire en sorte que les universités proposent aux étudiants, je sais que le docteur ne sera pas d'accord, proposent aux étudiants certains besoins qui viennent des entreprises. Les entreprises ont besoin de résoudre tel problème. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent apporter des solutions, donc mener des recherches là-dessus? Parce que ces recherches seront préfinancées et après seront rachetées. Docteur Ndji, je suis très d'accord, tout à fait d'accord. Voilà. Donc, à ce niveau, il y a forcément un rapport. Il faut donc signer des contrats avec des entreprises. Des universités signent des contrats avec des entreprises. C'est vrai qu'il faut des accords avec les ministères de tutelle et tout le reste. Mais c'est indispensable. Il y a des universités où le financement est libéral. Mais toutefois, l'université a le contrôle de la gestion de ce financement. Comment? Les étudiants mènent leurs recherches de façon libérale, produisent des inventions, des innovations et de toutes sortes, et l'université est chargée de protéger ces innovations et ces eureka, ces trouvailles sous forme de brevets. Et en retour, les entreprises, les PME, des filiales, des grands groupes qui ont besoin, forcément ils en ont besoin, de ces résultats, vont donc payer des sortes de royalties à ces universités pour pouvoir avoir accès à ces brevets d'invention. Et vous savez combien l'accès à ces brevets coûte cher. C'est ce qui fait que malgré le développement de Huawei reste encore très influent parce que, ayant anticipé sur le développement de certains terminaux, sur la 4, la 5G. Alors, donc, ce contrôle, je suis là dans le système interne, ce contrôle est important pour l'autofinancement de la recherche et surtout pour permettre l'émulation, la motivation dans la recherche. Nous avons une recherche moribonde parce qu'il n'y a pas de motivation. L'autre chose pour compléter, Dr. Ndji, avant que vous poursuiviez, c'est que Huawei a fait de son personnel les actionnaires de l'équipe. Effectivement. C'est-à-dire que vous n'attendez pas nécessairement le salaire, vous savez que vous êtes impliqué. Et à partir de ce moment, votre subjectivité s'engage pour l'activité de l'entreprise. Je vais arriver. Ça, c'est la recherche externe. Oui. Donc, parce que
En offre, vous m'avez posé cette question, vous m'avez promis m'atomiser. Non. Pour la recherche universitaire et la recherche non universitaire. J'espère que tout. vous voyez donc déjà. Très bien, très bien. Voilà. Donc, là, c'est la recherche interne. Certaines universités vont encore plus loin en créant leur propre centre, non seulement de recherche, mais aussi des tests. Ça veut dire que on va faire des recherches, mais nous-mêmes, nous allons les développer. Nous les développons et nous proposons déjà des résultats prêts à vendre sur le plan économique et social. Ce qui fait qu'on contrôle toute l'information. De la recherche purement formelle ou bien la recherche fondamentale, la recherche expérimentale, la recherche appliquée et même la recherche du développement, pour le développement. Ça veut dire que même nos objets, nous prenons les informations. On passe souvent du input, le top-down et le input. Ça veut dire que nous contrôlons la production du savoir et même la production des objets liés à ce savoir. Et en même temps, nous avons une équipe qui prend les informations dans la société pour voir l'impact social de notre production scientifique et technique pour revenir faire des innovations adaptées. On parle souvent des incrémentations qui sont appropriées à cela. Voilà pourquoi, quand vous avez un téléphone mobile, là, c'est des autres grands groupes qui le font. Si vous avez un téléphone Samsung, parfois vous communiquez avec ce téléphone Samsung sans vous en rendre compte. Quand vous menez une activité qui n'avait pas été programmée, le téléphone vous demande de cliquer et de donner des informations pour modifier, pour améliorer le système. Même quand vous ne cliquez rien, le simple fait que cette information apparaît sur votre écran, vous êtes connecté à Internet, mais il y a un Internet masqué qui renvoie l'information à, je ne sais pas, Samsung, bon, sans faire de publicité, qui récupère cette information et comprend que nous n'avons pas résolu tel aspect. Et dans l'utilisation du téléphone, l'utilisateur a été bloqué à ce niveau. Et la prochaine sortie, on va améliorer cela. Oui. Donc, certaines universités, par exemple en Colombie, ont mis en place un système presque complet. Alors, maintenant, les recherches externes. Vous pouvez être à la fois un chercheur dans l'université classique et être en même temps un entrepreneur ou un ingénieur dans des sociétés, des grands groupes. Ça veut dire que je travaille dans une université parce que l'un des plus grands financements de la recherche, c'est souvent des chercheurs anciens, des anciens chercheurs, et qui reçoivent des salaires et parfois des primes et tout cela. Ça fait partie du financement de la recherche. Et c'est souvent même la masse la plus importante. Mais à côté de cela, des grands groupes peuvent avoir besoin de votre expérience. Et à ce moment, on vous affecte des tâches spécifiques dans l'entreprise que vous devez mener pour résoudre des problèmes spécifiques. Et vous recevez donc des fonds qui vous permettent de venir à bout du projet qu'on vous a été affecté. Les entreprises qui ont beaucoup de moyens préfèrent créer leur propre université interne pour créer des formations parce que l'information est très coûteuse. D'ailleurs, le véritable trésor dans une entreprise, c'est l'information. Là, on protège toute la production. Toute votre production scientifique appartient désormais à l'entreprise et plus à vous. Vous perdez les droits dans ce cas-là. Mais vous pouvez recevoir toutes les primes en interne. Les primes que vous voulez. Bon, c'est vrai qu'à ce moment, c'est ce que vous étiez en train d'évoquer ici. On travaille pour de l'argent. C'est une production purement pour de l'argent. Mais je reviens pour dire que le problème ici, en réalité, c'est que l'Afrique n'investit peut-être pas assez. Non seulement n'investit pas assez dans la recherche, mais investit de la mauvaise manière. Les chercheurs ressemblent beaucoup plus aux fonctionnaires ici qui doivent travailler pour une représentation politique.
et non pas pour la révolution scientifique et technique. Et c'est pourquoi le docteur le disait ici, c'est comme s'il y avait une sorte de blasphème. C'est comme si on voulait dire que c'est un blasphème de révolutionner. Dans le contexte africain, c'est un blasphème de révolutionner ou d'apporter des outrages à la science en cours. Il faut rester dans la science normale, dite normale, si nous voulons parler comme Thomas Kuhn. Et il ne faudrait pas bousculer les appréhensions pour aller vers la science révolue, vers la science révolutionnaire. Donc, il y a encore beaucoup d'enjeux dans la recherche scientifique dans notre contexte, vraiment. Et il faudrait certainement, il y a un ouvrage que je prépare là-dessus, il faudrait qu'on rentre dans l'orthodoxie réelle du système de la recherche. Nous devons mettre en place un système national de la recherche. Et ça c'est une question politique. C'est pas, les scientifiques seront convoqués pour que cela soit possible. Mais c'est une volonté politique. Et après, définir maintenant la politique, parce que c'est à partir de là qu'on définit la politique nationale de la recherche. Vous voyez que nos universités, si on prend seulement le cas des universités, vous êtes là-dedans, vous savez, la dernière fois qu'il y a eu le conseil national de notre système universitaire relève d'une époque presque révolue. Il n'y a pas envie de citer. On se comprend. Alors, voilà. Docteur, est-ce que à partir de la présentation du docteur dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème sur l'accès ou le mode d'accès à la qualité de scientifique? Lorsqu'on parle de scientifique dans notre contexte, on voit quelqu'un qui a eu un parcours, il a validé juste un cursus, comme on dit, il a validé des matières, il devient docteur, il devient professeur et tout ce qui va avec, il est désormais scientifique, puis il attend. Est-ce qu'il n'y a pas de problème déjà à ce niveau, dans la formation des étudiants et des chercheurs? Je crois que le problème se situe plus en amont. En amont. On peut bien être chercheur même si on n'a pas été à l'école. On peut avoir certains dons, une certaine intelligence, ou un certain génie. On peut inventer des choses. Vous voyez, donc le problème, c'est, je vais dire, l'élitisme de la science. L'élitisme de la science. Pour faire prospérer son invention, il faut remplir un certain nombre de conditions. Des conditions ne sont pas simplement financières ou je ne sais pas quoi, des allégeances comme on en connaît chez nous, mais il y a des conditions de filiation. Ce n'est pas n'importe qui peut inventer et faire passer son invention pour un objet d'étude, pour la reproduction. Donc, il faut déjà appartenir à une certaine classe sociale. Chez nous, il y a des gens qui ont inventé des avions, il y a des gens qui ont inventé des voitures, il y a des enfants qui ont inventé des cardiopathes à l'école normale supérieure, à l'école polytechnique. Il y a des choses qui se font, mais qui finissent sous silence. Bon, l'élitisme intervient donc au moment où il faut passer de l'anonymat au public, à la notoriété. C'est ça le problème. La qualité de scientifique n'est pas accordée à n'importe qui. Il faut être adoubé d'une certaine manière. Au Cameroun dispose d'un ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Au même moment, il y a des universités, je ne sais pas ce que disait docteur Ndi tout à l'heure, s'il y a des connexions entre ce que fait
ce que font les équipes du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation avec des universités, ou même ne serait-ce qu'avec l'école polytechnique, les écoles de recherche polytechnique. Je ne sais pas s'il y a des connexions, mais j'en doute. Il y a un problème de coordination. Donc, il y a un problème d'isolement, de la recherche isolée, comme on disait tout à l'heure. Et Sans vous couper, il y a une direction au niveau de la recherche scientifique qui essaie d'établir une telle parallèle, une telle passerelle entre les enseignements supérieurs et les enseignements de la recherche scientifique. J'avais eu à les rencontrer lors de mes recherches de doctorat, mais c'est totalement discret et presque insignifiant. Oui, ce n'est pas très... Ce n'est pas dans les mœurs, comme on pourrait dire. Hein, c'est fait de façon... par l'initiative personnelle qu'on peut savoir qu'il y a des choses comme ça. Donc, c'est de façon purement abstraite, institutionnalisée, sans emprise sur la réalité économique et sociale du pays. Enfin, moi, je crois que la qualité de technicien vaut mieux que la qualité de scientifique. Le technicien est face à un problème à résoudre. La voiture tombe en panne, on va chercher un mécanicien. Comment faire pour faire en sorte que ça marche? Comment faire pour traverser la Sanaga? Comment faire pour qu'il n'y ait plus des ordures ménagères un peu partout dans nos rues? Comment faire pour qu'il n'y ait plus des épidémies? Comment faire pour qu'il n'y ait plus de la pourriture brune au niveau du cacao ou de la tomate? Comment améliorer notre style d'habitat? Je crois que l'Afrique doit redescendre dans la boue de son essence pour se poser des questions pragmatiques. Docteur Koukam disait tout à l'heure que il était possible de faire des routes sans tous ces accessoires chimiques, industriels, de bitume, etc. Et il suffit de se concentrer d'abord sur une portion de route, voir comment à partir des matériaux naturels, empiriques, on peut parvenir à faire une route. Je crois que l'Afrique doit redescendre d'abord à ce niveau. Et le problème d'argent est la pesanteur des pesanteurs du développement en Afrique. Parce que l'argent pèse d'un poids pas trop lourd dans le développement africain. Les budgets qui sont votés, je vais dire, finissent pour ainsi dire dans les poches des ministres d'une certaine manière, parce qu'ils mènent un train de vie qui n'a rien à voir avec les réels problèmes, les réelles préoccupations des gens. L'argent, c'est ce que quand Simone Veil appelle l'argent, qualifie de l'argent l'un des monstres de la civilisation actuelle, c'est parce qu'il y a deux statuts accordés à l'argent. Il y a l'argent comptable, l'argent qui sert à rendre compte et à faire des comptes, à faire des achats, à faire en sorte que les choses se développent, à faire en sorte que l'homme soit heureux. Ça, c'est l'argent comptable. Mais il y a aussi la fonction de l'argent bourreau. Ce qu'elle appelle l'argent bourreau, c'est quand c'est la part du gain qui est mise en avant et l'obsession de l'économie, de l'économiser toujours davantage sans dépenser, ou si on dépense ce qui nous vient des autres, pas ce que nous produisons nous-mêmes. Vous voyez, il y a ces deux fonctions de l'argent, mais je crois que c'est le deuxième statut comme argent bourreau qui pèse sur les destinées africaines, qui fait que on ne répond pas aux réelles préoccupations de la vie des Africains. Je crois que si la science en Afrique veut vraiment s'incarner, elle doit se détacher des modèles importés, des modèles théoriques occidentaux, redescendre dans ce que j'appelle dans la boue natale.
Si, docteur dit, je vous voyais sourire. Une seconde. J'aimerais dire que dans le cadre de recherche, il y a quelque chose qu'on n'a pas assez évoqué. Ce sont les laboratoires de recherche. Et dans les laboratoires de recherche, le docteur va comprendre pourquoi j'insiste sur la parole là. Dans les laboratoires de recherche, il y a des scientifiques, ceux qui apportent la connaissance formelle. Il y a des techniciens dans le même laboratoire. Chacun a son rôle. Ce n'est pas le scientifique qui fait fonctionner l'accélérateur de particules. C'est le technicien. Mais le scientifique apporte des données et il va récolter des résultats qui ont été menés par ceux qui ont manipulé la machine. Et eux sont des techniciens. Parfois, ils ne maîtrisent même pas les données scientifiques ou les connaissances purement formelles de la science. Ils sont des techniciens. Il y a même des administratifs. Il y a toute une administration qui est chargée de faire fonctionner le laboratoire. Ils ne sont pas forcément des scientifiques. Et maintenant, il y a des ateliers. Dans ces ateliers, il y a forcément de la main-d'œuvre qui n'a rien à voir. Ils attendent simplement qu'on leur dise appuie ceci, tourne ceci, pousse cela et fait cela. Ou il y a même des forgerons. Il y a des situations où il faut m'appeler. Docteur, on a besoin de la force je ne physique. vous coupe pas. Bon, Remarquez donc. En une seconde, oui. C'est pour dire que, bon, moi, je vous ai écouté, mais moi, je ne veux pas, je ne crée pas un schisme entre le scientifique et le technicien, un peu comme vous avez essayé de le faire tout à l'heure. Moi, ce que je déplore, c'est cette sectarisation, ce sectarisme. Le scientifique, le manœuvre, je ne sais pas quoi, le contre-maître, les ingénieurs, etc., etc. Vous savez, le Japon est un pays bizarre. Hein? Enfin, quand je dis bizarre, un pays assez pragmatique. On a, si je ne m'abuse, hein, si vraiment l'information n'a pas été l'intox, j'ai eu à entendre que au Japon, on a supprimé tout ce qui relevait, tout ce qui avait trait à l'enseignement littéraire, philosophique, à tout ce qui avait trait à l'enseignement théorique, pour se concentrer ou pour se centraliser au niveau de la recherche empirique, expérimentale. Vous avez soulevé, je ne sais pas si c'est vous ou c'est monsieur Dr Koukam qui a soulevé l'aspect de la démocratisation de la recherche, de la science, de l'incarnation de la science dans la société. Ce n'est plus à l'école d'avoir le monopole de la science. C'est au peuple d'avoir des attitudes, des réflexes, on doit appeler ça scientifique, mais des réflexes qui poussent au développement, qui portent au développement. La science n'est plus à être une discipline de laboratoire, une discipline des spécialistes. Marx décrit la honteuse division entre la théorie et la pratique, entre ceux qui donnent des commandes et ceux qui exécutent. C'est ces fonctions d'exécution et de commandement et d'exécution qui posent aussi problème et qui, surtout même en Afrique, au niveau où nous sommes, posent problème. Il faut d'abord en finir avec cette honteuse division pour essayer d'inculturer, comme disait Dr Koukam tout à l'heure, d'inculturer le développement. Sortir des clichés de ce que l'Occident fait. Si la Chine est là où elle est aujourd'hui, je crois que parce que la Chine a su monopoliser la science. Et la Chine, comme il disait encore une fois, la Chine privilégie l'approche technique, l'approche production par rapport à l'approche théorique. Je crois qu'une société qui va droit au but est une société qui ne peut pas passer à côté du développement.
Professeur Koukam, le dire. Bon, je pense que nous le disons quelquefois, nous sommes en Afrique en général, on est pessimiste par rapport à ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que l'action publique initiée par ceux qui gouvernent, de promotion de la science, de promotion d'une société transformée, nous sommes quelquefois pessimistes par rapport à eux. Parce que nous avons quelques arguments qu'on dit sous cap, ils sont tenus par des étrangers, ils sont tenus par ceci, ils sont tenus... Bon. Si nous sommes conscients et si nous sommes convaincus de ce qui est dit, il nous reste une chose, c'est nous-mêmes. Quand nous entrons à l'université, quand on a le bac, notre baccalauréat ne nous donne pas la possibilité, ne nous donne pas de grandes possibilités. Mais au moins l'université, même si nos connaissances me semblent être trop théoriques, il y a quand même à l'université la possibilité de croiser les cours, nous avons des camarades, l'université nous donne une ouverture sur le monde. Et cette ouverture sur le monde devrait nous permettre, comme universitaires, de nous positionner. C'est-à-dire que, si c'est un conseil que je peux donner aux cadets dans la recherche, un étudiant qui fait un master doit être capable, master c'est quand même 5 ans à l'université, doit être capable de choisir sa thématique, de sentir sa thématique, de combattre pour que sa thématique soit un effort de transformation sociale. Nous tous, nous savons, nous avons vu le Covid est passé ou est en train d'être passé. Nous savons que l'OMS avait prévu que aujourd'hui, là, nous serons tous morts, sauf qu'il n'y a rien eu. Et parce que la subjectivité de chacun, ou bien des petits groupes, l'a renvoyé à nos cuisines de grand-mère. Et nous sommes tous allés. Je racontais au docteur Abanda, au docteur dit que j'ai eu un petit frère qui a tellement mangé l'ail que finalement il a été intoxiqué, il a été à l'hôpital. On l'a interné parce que le médecin a découvert qu'il y avait quelque chose de trop, parce que voilà. Et on a traversé cette période-là et on passe comme ça tout simplement, sans que on ne s'interroge, qu'est-ce qui s'est passé. C'est plutôt les autres qui se disent, mais en Afrique il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu ceci. Mais on passe comme ça tout simplement et personne ne se demande qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'Afrique face à cette maladie qui avait été présentée comme pouvant venant décimer l'Afrique. Donc en réalité, moi ce que je veux dire à nos jeunes cadets, c'est en réalité quand ils choisissent des thématiques sur lesquelles ils doivent travailler, que ce soit des thématiques capables de contribuer au changement social. C'est de l'énergie gaspillée que d'écrire 180 pages sur des choses vraiment typiquement académiques, sur le beau chez Hegel. Je n'ai rien contre cela, mais on peut se servir de ce moment, parce que ce moment est quand même supporté par l'université, sans que nous le sachions parfois. C'est-à-dire, on a l'université, on nous a peut-être pas donné les moyens d'aller sur le terrain comme on aurait attendu, mais au moins, nous avons notre réflexion, nous avons notre relation à notre environnement qui nous permet, quand on a 15, 20 ans, 25 ans, parfois à cet âge-là, de remettre en question les structures dans lesquelles nous sommes pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau et de mieux pour une plus grande liberté. Donc, il en va aussi de la responsabilité de chacun d'entre nous. À partir du moment où nous avons déclaré que nos gouvernants sont corrompus, ils sont ceci, ils sont cela, qu'est-ce qui reste ? On ne va pas clamer la fatalité. Il nous reste notre capacité nous-mêmes à entreprendre, notre capacité à nous mettre en association, notre capacité à créer dans une association, dans une ONG, dans une entreprise privée, des développements sur la canne à sucre, par exemple, que nous avons au quotidien, mais dont nous ne remettons pas suffisamment en question pour pouvoir nous en servir comme outil de transformation sociale. Merci, Dr Koukam. Nous sortons justement avec des suggestions que les docteurs Enyege pourraient donner aux citoyens lambda. Parce que si on met de côté l'aspect macro, l'aspect étatique, c'est-à-dire en estimant que l'État fait sa part, le citoyen doit également faire sa part. Que faire pour que la science soit véritablement notre science, ou alors que nous ayons des réflexes scientifiques, des réflexes de développement? Moi, je dirais que
je ne veux pas épargner l'État. Hein. Je vais commencer par là. Parce que vous dites l'État fait sa part. Je ne suis pas si sûr. L'État fait, mais doit améliorer sa manière de faire. Donc, il faut définir une politique nationale de la recherche. Ça, c'est primordial. Parce que pour le moment, nous naviguons à vue. Il faut un système national de recherche. Quand ce système national de recherche sera défini, vous allez vous rendre compte qu'il y a même plusieurs universités qui sont là dehors qui ne doivent pas exister. Donc le système va directement élaguer le superflu qui sera éliminé tout seul. Parce que désormais, on va donc sensibiliser l'opinion que voilà les axes où vos enfants doivent aller mener des recherches. Ça, c'est la première étape. Bon, je sais que vous ne voulez pas qu'on parle du financement, c'est pour ça que vous avez dit qu'on laisse l'État. Mais je vais dire, il va falloir que l'État y mette quand même quelque chose sur le plan du financement. Et surtout que nos États ont signé des accords qui les obligent à le faire. Donc, eux-mêmes, ils ne respectent pas ces accords. Je prends seulement dans le cadre africain. L'Union africaine, je crois que c'était en 2015, il y a eu un projet là qui imposait aux États de mettre 5% du PIB dans la recherche et le développement. Nos États n'arrivent pas parfois à mettre 1%. Bon, et on investit beaucoup dans le fonctionnement sans mettre quelque chose dans la recherche en soi-même. Quand vous arrivez dans les universités, à peine vous pouvez identifier la présence d'un laboratoire. Mais il y a des scientifiques. Il y a des salles, des amphis qui grouillent d'étudiants. Mais juste pour bavarder. Dans ces amphis remplis, rien ne renvoie à quelque chose de pratique et qui pourrait permettre à l'étudiant. C'est ce qui nous amène donc au récit. Quand le docteur dit là, on produit pour produire. Bon, on produit en fait pour avoir le diplôme. Disons la vérité. C'est pour l'objectif, c'est le diplôme. Et on ne veut pas savoir si quelqu'un vous apporte une thèse, un master, et ça ne dit rien. Lui-même, tu dis que de quoi ça parle, lui-même te dit que bon, c'est un master, non? Bon, et tout cela. C'est à ce moment qu'on fait face au problème, parce qu'il y a aussi des crises dans la recherche, des problèmes tels que le plagiat, tels que des recherches, des fausses recherches. Ça veut dire qu'on invente les résultats, on met un procédé en place et on invente les résultats, on plaque et ça passe. Allez dans certains départements, je ne veux pas citer. Mais vous voyez, donc on donne le diplôme avec des données qui sont faussées. Et l'État qu'est-ce que l'État peut faire avec des données qui sont faussées? Qu'est-ce que l'État peut faire avec un plagiat qui peut-être une simple copie ou alors qui est un simulacre, un parallèle d'un discours d'un autre auteur? Voilà. Donc, l'État perd énormément dans cette filoterie. C'est une grosse filoterie consciente. Consciente, elle n'est pas inconsciente. Elle est consciente. J'ai envie de dire consentie, pour ne pas être violent. Mais il y a un véritable problème à ce niveau-là. Il revient à l'État. On ne peut pas épargner l'État. Il revient à l'État de mettre des choses au clair. C'est pourquoi l'administratif, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les laboratoires de recherche, doit veiller à cela. Pour que l'État ait des produits qui puissent permettre d'aboutir à notre souhait à tous ici, sur cette table. Parce qu'on ne peut pas aboutir à ces résultats sans une recherche déjà honnête, sérieuse, efficace. Maintenant, aux étudiants, je crois que le docteur a déjà parlé aux étudiants, mais je dirais que pas seulement aux étudiants, hein. La recherche, oui, pour tous les je parle aux sciences, étudiants. Parce que aux aînés, je ne sais pas si je peux leur dire quelque chose. Je peux aussi recevoir un coup. Mais Facilement. je dis à nos jeunes frères que, vous savez, c'est pas beau de parler de soi, mais je vais essayer. Quand je pars faire un master, quelque chose me dérange. Pourquoi nous n'arrivons pas à produire
avec des connaissances qu'on nous dispense dans des universités. Dans mes lectures hasardeuses et peut-être avec moins d'expérience, je tombe sur Thomas Kuhn. C'est pourquoi ma thèse porte sur Thomas Kuhn. Parce que je voulais comprendre la recherche, le système de la recherche. Vous voyez que ce qui me motive, c'est ce qui me dérange. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'étais moi-même dans l'inquiétude. Et l'inquiétude m'a poussé quelque part. Je travaille avec Thomas Kuhn, je découvre ses limites. Je sors de Thomas Kuhn, je l'abandonne. Je ne deviens pas esclave. Rarement vous m'entendrez le citer. Je ne deviens pas esclave comme la plupart des gens. Thomas Kuhn, quelqu'un passe le temps à réciter Kuhn comme il n'y a que lui, pour peur, et après il devient fou. C'est pas ça. J'abandonne Thomas Kuhn, je comprends les limites de Kuhn. N'est-ce pas? Je comprends que Kuhn ne peut pas me donner des solutions. En thèse, je me dis, il faut que je trouve moi-même des solutions. Voilà pourquoi ma thèse de doctorat ne porte pas un auteur. Ouais, un peu. C'est presque le thème de tout à l'heure. La recherche scientifique et l'innovation. Je veux comprendre comment part avait dit cela. Comment part de la recherche pour l'invention et l'innovation. Moi-même, je décide de m'engager. Je me souviens, le professeur Pius-Ondo à l'époque, qui devrait être mon directeur, et ça avait changé, je ne vais pas entrer dans les détails de ce changement, avait attiré mon attention, m'a dit, ça c'est une thèse, c'est celui que j'avais entendu, c'est là pour la première fois, une thèse d'érudition que tu veux faire. C'est après que j'étais parti chercher. Érudition. Bon. Et il m'avait dit que ça devait être colossal. Il fallait bosser dur, fouiller, chercher. Mais je ne veux pas vous dire, sans vous mentir, qu'il fallait parfois commander un ouvrage au Canada. L'intuition du génie de Arthur Miller. J'ai cherché en France avec des amis qui étaient là-bas. On cherchait, on ne produisait plus cela. C'est sur Internet que j'ai eu un contact avec quelqu'un au Canada, oui, qui m'a envoyé son exemplaire. Oui. Et cette fois-là, ça coûte ce que ça coûte. Bien sûr. Alors, vous voyez un peu, tu es dans ta folie. J'appelle ça la folie. Tu es dans ta folie. Tu veux résoudre ton problème. Parce que c'est lié à la vie sociale. Je vois un problème. Vous voyez un peu. Et c'est là où je dis, qu'on cesse de dire que les philosophies et tout ça, ça dépend de ce que la recherche, le chercheur veut, de sa motivation personnelle. Vous comprenez un peu. Et peut-être cela m'a donné une identité différente. Je n'en sais rien. Peut-être aux autres d'en juger. Alors, je pouvais me contenter de réciter un auteur. Ils sont nombreux. Je récite, je le chante, je l'écris, je danse autour de lui. Et j'aurais eu ma thèse aussi. Peut-être avec une plus grosse mention. Bon. Donc, c'est pour dire que, c'est pour que je prends le jeune. Il faut quelque chose, un engouement sincère, honnête. C'est difficile, certes, mais c'est un engagement. Un engagement même dans le centre sartrien, qui est salutaire, qu'on doit défendre. Et c'est avec cela qu'on peut aboutir à des résultats qui pourront révolutionner notre société. Docteur, si vous permettez, je voudrais rappeler peut-être à ces jeunes-là que plus votre thématique vient de vous, plus vous avez envie de l'écrire. Les sécheresses de mémoire, le syndrome de la page blanche. Vous avez envie de faire la recherche. Vous avez envie de faire la... Oui, vous avez envie de faire la recherche. Le syndrome de la page blanche vient à partir du moment où vous avez une thématique sur laquelle vous travaillez qui n'est pas liée à vous. C'est-à-dire que le seul fait de la voir dans vos tripes vous donne envie de vous lever à 2h du matin pour travailler. Mais quand c'est extérieur, c'est autre chose. C'est autre chose. Docteur Nyege, oui, oui. Enfin, si j'ai, moi, un conseil à donner, c'est de descendre un peu le pan de notre histoire pour nous retrouver au moment, à la fin des années 80, à la fin des années 70, début des années 80, où dans notre pays, on parlait de la révolution verte, instaurée par le président Amadou Ahidjo. Je n'entre pas dans les querelles partisanes. Je vais simplement dire que c'était une philosophie digne d'intérêt. Parce qu'à cette époque, le Cameroun était à un niveau supérieur à celui qu'on connaît aujourd'hui. On avait l'autosuffisance
alimentaire à l'époque de la Révolution verte. Mais aujourd'hui, on se trouve à importer des tonnes de riz, des tonnes de spaghettis à des milliards de francs, alors que nous avons tout sur place et à moindre coût. À moindre coût. La responsabilité revient à l'État, à plus d'un titre, qui ne sait pas promouvoir cette philosophie de la nature, du contact de la nature, savoir que tout ce dont l'homme a besoin lui vient de la nature, de la terre, du soleil, du rayonnement du soleil sur la terre. Tout ce dont l'homme a besoin. La révolution verte. Monsieur Koukam vous dirait peut-être plus. J'ai écrit un livre, issu d'une petite partie de ma thèse, Progrès et enracinement. L'homme ne doit pas sortir de son biotope, de son écosystème pour penser le développement. Sauf s'il trouve en dehors de son écosystème des éléments complémentaires pour associer à ce qu'il veut, à ce qu'il recherche. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Dr Inyege. Merci, Dr Koukam. Merci, Dr C'est moi qui vous dis merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de La Grande Question. À très bientôt sur Africa TV.